So as usual, we will begin with one silent session. And I'll make simply a suggestion, you may explore if you wish. And that is, it can be helpful even in one session, or if you have two sessions, two different methods. And that is, generally speaking, mindfulness of breathing, especially with the full body awareness, is very, very soothing. It's calming, it's relaxing. And so mindfulness of breathing, especially with the full body awareness, can be very helpful for laying a foundation of relaxation, of ease, and out of that some degree of inner calm. Then when you go to settling the mind in its natural state, this tends to be very good for heightening the vividness, acuity, the sharpness of attention. Right? And so what I would suggest is one possibility for this 24-minute session, more or less during the first half, ground yourself, mellow out, mindfulness of breathing. When you feel quite loose and calm, then shift over to settling the mind in its natural state. You might try that combination. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer une session de méditation silencieuse. Et la proposition d'Alan ce soir, c'est de travailler de développer un petit peu ce qu'on a travaillé en deux parties. Une première session qui va être surtout de prendre pleine conscience du corps tout entier, de la respiration dans l'ensemble du corps. Et ça a un effet très, très utile pour s'apaiser, se relaxer, se détendre. Et ça donne une très bonne fondation à la relaxation et la détente nécessaire à la méditation. Et pour ce qui concerne l'état naturel de l'esprit, il est important de développer la clarté et la vivacité. Donc, on va essayer de séparer la session en deux. Une première partie où on s'applique à vraiment bien prendre conscience de l'ensemble du souffle dans l'ensemble du corps, pour bien se détendre, bien poser cette fondation de calme. Et une fois que vous sentez que c'est établi, établissez-vous dans la clarté et la vivacité de l'esprit. Then during the breaks here, but also after you've returned home, if on occasion you would like to meditate a number of hours per day, more than you normally do, then you might explore alternating between mindfulness of breathing, maybe in the supine position, to really relax deeply. I cannot overemphasize that. And then sit up and practice settling the mind. And then you may lie down again and sitting. And if you alternate between the two postures and also alternate between the two methods, you may find you can meditate 6, 7, 8, 9 hours a day with no physical distress and also not getting exhausted. So you can really fill the time in a very meaningful way. So I call that balancing earth and wind. Earth element, grounding yourself in mindfulness of breathing, and wind as you face into the wind of the thoughts and images and so forth coming to the mind, the balance can be very good. So just for short term, or just a short phrase, balancing earth and wind is that balance between mindfulness of breathing and settling the mind in its natural state. And alternating between the two postures can be very, very good. Et une proposition que Alain vous fait également, si vous décidez en rentrant chez vous ou plus tard de passer beaucoup de temps à la méditation, c'est de vous entraîner à faire la pleine conscience de la respiration en position couchée, et puis ensuite faire une pratique en position assise, puis à nouveau refaire en position couchée, puis à nouveau en position assise. Et vous réaliserez que vous pouvez méditer vraiment plusieurs heures sans ressentir aucune fatigue. Et c'est ce qu'appelle Alan trouver l'équilibre entre l'élémentaire et l'élément air. Donc l'élément terre, c'est de s'enraciner dans son corps, dans cette détente du corps, et l'élément air quand on revient à la nature de l'esprit. So a final point. It's still troubling me a little bit. I think 4 of you are getting baked. There's plenty of space right here. So if you'd like to be out of the sun, you're very welcome. Just move your cushion right over here. 4 people could sit right here, if you wish. If you're happy, okay. Really happy? Dernier point, si vous êtes trop gêné d'être en plein soleil, vous pouvez tout à fait vous asseoir sur le côté devant, plus à l'ombre, pour ne pas être gêné. N'hésitez pas. Good. All right, let's begin. Allons-y.
Munaso. So last night we had quite a bit of discussion about theory, which I think was meaningful. Certainly is very relevant to this practice, but tonight, and perhaps for the rest of the evenings, what I'd like to do is really focus the discussion on practice, because we're here for a very short time. And so any questions or comments directly relating to the practices we're doing, and initially from people who've not had a hand up yet. If we can do that, okay? So yes, please. Donc hier soir, nous avons eu une discussion qui était principalement sur les aspects théoriques, et c'est quelque chose de très, très utile, très important. Et ce soir, Alan souhaite qu'on axe la discussion plutôt sur les aspects pratiques de la méditation, et souhaite qu'on commence par donner la parole à ceux qui n'ont pas levé la main jusqu'à présent. When I try and do the homework, Yes. what happens is my body just starts to tingle. Yes. And I get more and more. Yeah. And also what happened this afternoon, when I was doing the meditation, I suddenly started feeling just overwhelmed with this feeling. Feeling a somatic or psychological? Is it in the body? Well, what I wanted to do was to start sobbing. Start sobbing? Yeah. So I stopped myself. Ah. So so instead of sort of be calmed down, I seem to be having the opposite effect. So help. Yeah, very good. Quand j'essaye de faire les devoirs que vous nous avez donnés ce soir, par exemple hier soir je sentais que j'étais assez agité, que j'étais vraiment agité, et également cet après-midi j'ai été envahi par un sentiment qui me donnait envie de sangloter, et donc effectivement je ne trouve pas tellement de calme, je trouve plutôt l'opposé. So especially when we're meditating in the supine position, we may be tapping into a deeper sense of relaxation imbued with clarity than we had before. And when that happens, when there's really this loosening, really kind of core loosening right down to the energetic level of the body, what very often happens, and I have been observing this for more than 40 years, energies that were blocked, that were like a traffic jam, clogged, congested, almost like clogged arteries, but it's energetic clog. When your whole system loosens up, those energies start to flow. And when they do, you start feeling surges of energy, tingling, vibration. Sometimes that you'll start hearing some like sounds, like as if you had tinnitus. It's not tinnitus, but some really strong kind of high-pitched, like a radio sound. This is not a disease, it goes away, but you may get auditory corollaries and then very strong somatic sensations. And all of this is actually a good sign, because when we're in our normal state, when we're walking around and keeping it all bound up, we don't experience it. That's why we don't experience it. But when we release, then these energies come up, and they really fizz. It's almost like having a bottle of Coca-Cola, and then but it seems like, oh, there's no fizz, there's no fizz, there's no fizz, until you relax. Oh, there's a lot of fizz. So that's the first thing. This is not a bad sign. It's actually a good sign of energies releasing and starting to balance themselves in the body. Donc, quand on commence à se relaxer, donc on cherche à développer un sens important de relaxation et de clarté, et donc ça nous demande vraiment un grand lâcher-prise, une grande détente. Et souvent, quand on fait ce processus de détente, il y a tout un tas d'énergie qui était bloquée par nos crispations, par nos tensions, qui se libèrent. C'est un petit peu comme si tout était bloqué par des embouteillages. Quand les embouteillages s'arrêtent, à ce moment-là, tout se met à circuler. Donc dans ce processus de relaxation, il y a une levée de tous ces blocages énergétiques qui fait que l'énergie circule, et ça s'accompagne d'un grand nombre de sensations physiques qui peuvent être des sensations de vibration, des sensations de mouvement, des sensations de chaleur aussi, ou des fois des sons qui sont des fois assez forts. Ça ressemble un petit peu à des acouphènes, mais ce ne sont pas des acouphènes, ce sont des sons qu'on entend.
Donc toutes ces sensations corporelles peuvent être parfois très importantes, mais il faut considérer ça comme quelque chose d'extrêmement normal, tout à fait, ça fait partie du processus de détente et des sensations qui accompagnent le déblocage de ces énergies intérieures. Donc c'est un petit peu comme l'image qui donne d'une bouteille de coca. Quand tout est fermé, ben, il n'y a aucune bulle, tout est coincé à l'intérieur, et puis dès qu'on ouvre, toutes les bulles sortent. Et on a beau se persuader qu'il n'y a aucune bulle dans notre vie quotidienne, on est toujours en tension, en occupation, et donc on a l'impression de non, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien, et puis dès qu'on lâche, toutes ces bulles apparaissent. Donc c'est quelque chose d'extrêmement normal qui se produit dans le processus initial de la relaxation, parce qu'il y a des blocages intérieurs qui se défont. So Tibetan yogis have a term that covers this type or includes this type of experience. The Tibetan word is nyam. Donc les yogis tibétains ont un terme pour qualifier ce type d'expérience, qui est le terme de nyam. And a nyam is an anomalous, that was an anomaly, it was unusual, it was weird, an anomalous, transient, psychosomatic experience. It can be psychological or somatic, or both. Psychosomatic experience that is catalyzed by authentic meditation. A transient, anomalous, psychosomatic experience catalyzed by authentic meditation. In other words, you weren't doing anything wrong. That's not a side product of doing it wrong. That was doing it right. Donc en tibétain, ce terme de nyam qualifie donc une expérience psychosomatique inhabituelle qui se produit favorisée par la méditation authentique. Donc ce qui s'est passé là était on l'a qualifié comme une expérience négative, mais pas du tout, c'est plutôt le signe d'une bonne pratique méditative. So now you're at a junction. There's two solutions. One solution is stop meditating. Then your energies can go right back to being blocked like they were. Oh, and I'm comfortable. Or you can meditate more. I would suggest either less or more. Your choice. But then do it not all just before sleep. Do it in the morning, do it in the afternoon, do it in the supine position. And do it a lot. And then those blockages that may have been blocked for months or years or decades, they'll unravel themselves. They'll unravel. And you may have a variety of somatic experiences. Heat may come up. Energy may come up. Surges of energy come up. Buzzing in the ears can come up. All kinds of stuff. It's all good. And it's processing. It's settling, balancing. So it's all good. It'll keep you awake a little while. But that too will pass. Donc à ce point de l'expérience, on a le choix. Le premier, c'est d'arrêter la méditation. Et puis donc toutes les énergies vont se rebloquer. Et puis on dira, ça y est, je me sens mieux. Et puis la deuxième solution, c'est effectivement de continuer à méditer, de s'entraîner. Et à ce moment-là, le mieux n'est peut-être pas de faire cette pratique au moment de se coucher le soir, mais plutôt le matin ou l'après-midi, à d'autres moments. Et ces manifestations qui révèlent des blocages, ces blocages qui se libèrent révèlent des sensations, des flux d'énergie dans le corps, vont se manifester. Et il faut simplement faire l'expérience, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est vraiment le signe que les énergies bougent et que se produit un processus naturel de rééquilibrage qu'il faut laisser faire, et tout ça va se passer progressivement. So when these nyam arise, such as surges of energy in the body, there's one response, one correct response. Let it be. You're the Beatles generation, you must be. So go back to the Beatles. Let it be. Really, and that's it. There's a Tibetan term, chok sha, which means let it be. The Tibetans don't sing chok sha. They don't sing that way. But it's still the same message. Donc, la manière de réagir face à ces nyams, c'est vraiment de les laisser se produire.
en anglais on dit Let It Be, comme la chanson des Beatles, ça doit être votre génération, donc vous comprenez ce que ça veut dire, Let It Be. Et les Tibétains aussi ont cette expression équivalente qui est Chokcha, la seule différence c'est qu'ils ne la chantent pas sur cette air-là. So what you do is, when these nyam arise, you simply continue in the practice. Simply continue. If you're focusing here, full body, whatever you're doing, you simply continue. Very gently, very soft. And without either desire or aversion, without hope or fear. Because sometimes the sensations may be very pleasurable. You say, oh, I want more. Let's have more. I want to do that again. Not that. Or sometimes you may, maybe I'm going to die. And you start freaking out. So neither desire nor aversion, neither hope nor fear, just let it be and continue in the practice. That's the surest way to keep it right on moving through and not get stuck grasping to and worrying about the nyam. Very important. Quintessential advice. Donc l'instruction est donc de continuer à pratiquer de manière très douce, gentiment, et en sortant du fonctionnement du désir ou de la crainte et de l'espoir. Parce que parfois ces sensations elles peuvent être aussi extrêmement agréables et parfois au contraire peuvent être plutôt effrayantes et donc il n'y a pas du tout, faut les laisser faire telles qu'elles sont, parce qu'on a tendance à s'accrocher aux expériences agréables en souhaitant que ça continue, parce que vraiment on se sent bien, on est super détendu, c'est cool. Et quand elles sont effrayantes, on a tendance donc il faut vraiment les laisser se manifester telles que, pas se scotcher à ces sensations, pas s'y accrocher, et progressivement ça évolue, ça change, ça bouge, et les choses vont se régulariser. I'll tell a story that I think is quite relevant. Quite a few years ago, I went into quite a strict 6-month retreat myself. And it was out in the desert in Eastern California, very wild, very austere. And there was an elderly woman who was a friend of mine, and elderly like 75 or so, something like maybe early 70, 75. And she had her cabin, but then she also had a little cottage. And so she let me stay there. And then she cooked me one meal every day. Very nice. And so I had a very strict retreat. I hardly saw her, and hardly saw anybody, just meditating. But I wanted to repay her kindness, and so she asked me to teach her meditation. And so I did. And I taught her primarily mindfulness of breathing, and in the supine position. Donc, raconter une histoire personnelle, une anecdote qui s'est passée il y a quelques années. Alan était en longue retraite de 6 mois dans le désert californien, dans des conditions assez austères, et il était chez une amie, une femme de 75 ans environ, qui a sa propre habitation, mais qui a aussi un petit bungalow, un petit cottage. Et donc, elle lui apportait chaque jour un repas, et tout le reste du temps, il était tout à fait seul pour faire sa méditation. Et pour la remercier de lui avoir mis cette maison à disposition, il lui a offrir quelque chose, elle lui a demandé de lui enseigner la méditation. Il a donc commencé par lui enseigner la pleine conscience de la respiration en position couchée. Now she was retired, had no family, and was financially secure, so she had a lot of time. And one of the things she did, in a very quiet way of life, was once a week she would visit with some other elderly women who were friends of hers. And what she told me was when they would gather, they would sit around, have tea and cookies, and then they would talk about their different complaints of the body. Said, oh, my lumbago, oh yeah, my arthritis is really getting to me. Oh, my asthma is really getting worse. And that's how they would entertain each other, by talking about their different ailments as they're all moving towards death. Just missed the last. What's that? I just missed the last. Moving towards death. Okay. Et donc, cette femme était âgée, donc elle est en retraite, elle n'a pas de famille, mais elle est en situation tout à fait aisée financièrement. Et donc, elle lui raconte qu'une fois par semaine, elle a l'habitude de rendre visite à une amie dans le coin avec qui elle prend le thé avec des petits gâteaux. Et toute l'occupation de ces moments avec cette amie sont souvent les personnes âgées, de parler de leur souffle, de leur douleur, de leur lumbago, de leur rhumatisme, de toutes
tous les désagréments du vieillissement de leur corps qui les amènent tranquillement vers la mort. And this woman, she's from Switzerland. This woman, she had a lot of time on her hands, so she was meditating normally 5 hours a day. Didn't have much to do, so had a lot of time for meditation. She was lying down the whole time, and just mindfulness of breathing, full body awareness. And then she would report to me once a week. She'd tell me how she's doing. And so as these months went by, she's just lying there, breathing. Sometimes she would feel intense pain throughout the entire body, and then it would pass. And then sometimes a whole bunch of energy surging up, and it would pass. And then other somatic experiences coming and going, coming and going. And then as the months went by, she found that her body was feeling lighter and lighter, and her old chronic ailments were vanishing. And so by the time my retreat was over, 6 months later, her body just felt really good. And so when she met with her friend, she didn't have anything to say. And when I would talk with her, I mean, she's 75 years old, and I say in a very, she was just almost girlish, like a girl, And I don't mean silly, I don't mean demented, but just really, really buoyant and cheerful and light. And she attributed it to the meditation. I think it was. And so it wasn't that I was giving some, psychic vibration or anything, just teaching the method I taught here. But what this is a tribute to is the body's ability, even if you're 70s in the 70s, for the body on this energetic level to really balance itself out. And in the process, some maladies, imbalances in the body may be dispelled. And she has experienced very good health. I saw her just a few months ago. She's still very, very lively, cheerful, light. So, that's one story. That's not a unique story. Many people like that. Et donc, cette dame qui... le sage était d'origine suisse, donc elle a beaucoup de temps à disposition, et donc elle s'est mise à pratiquer de manière très importante, puisqu'elle pratiquait 5 heures par jour. Et donc une fois par semaine, elle rendait compte à l'âme de ses expériences. Et donc elle exprimait que elle a effectivement, elle est passée par tout un tas d'expériences comme ça. Parfois elle avait des sensations extrêmement douloureuses, beaucoup de tensions, beaucoup de choses très douloureuses. Et puis tout ça passait. Parfois elle avait au contraire des sensations de bien-être, ou parfois elle avait qui passait aussi, des sensations de beaucoup d'énergie qui se manifestaient. Donc il y a beaucoup de différentes sensations, manifestations corporelles qu'elle a ressenties. Et puis au bout d'un mois, elle a commencé à se sentir plus légère, d'avoir le corps beaucoup plus léger, d'être beaucoup plus à l'aise, d'avoir progressivement de moins en moins de douleur. Et puis le gros souci, c'est quand elle rendait visite à son amie, elle n'avait plus rien à lui raconter, parce qu'elle allait vraiment bien. Et maintenant, elle a 75 ans, elle est très en forme, elle a une énergie comme une petite fille, elle est pleine de légèreté. Il y a quelques mois, il a eu de ses nouvelles, elle est en parfaite bonne santé, cette dame. Et donc tout ça n'est pas lié à un fluide particulier qu'Alan lui aurait transmis comme ça. C'est simplement le résultat de la pratique de la détente en position couchée, de la pleine conscience du souffle, qui permet de mettre en route la capacité naturelle du corps et de rééquilibrer ses énergies par lui-même. And then, regarding this upsurge of very strong emotion, that too is a nyam. It's a psychological nyam, and it's extremely common, especially when you go very deeply relaxed and the mind is still clear. Just as the blockages and so forth of energy in the body start to loosen up, likewise psychological blockages, suppressed material, repressed material, starts to loosen up. And so many body workers, masseuses and so forth, speak of emotions being stored in the body. And so when the body is loosening up and the energies are flowing, it's very likely that emotions may arise, and sometimes very strongly. It can be desires also. Very strong lust arises sometimes. Emotions, sadness, where you just want to start sobbing. Or fear. And you say, what are you afraid of? I don't know, I'm just afraid. Objectless fear. Anger can arise.
But not only these more unpleasant emotions, but if one may experience a surge of intense gratitude, like for one's lamas or parents and so forth, or a sense of love can arise, or devotion can arise. Just surging up, and not because you're cultivating it, it just whoosh like that. And so when any of these arise, these two are nyam. They're nyam. And so if you want to block it back, well, you can. But then what's the point? Rather, if it happens again, and it may very well, what I suggest, and it's the classic advice, at least 1,000 years old, so this is old medicine, is relax around it. Relax around it. This will not harm you. If strong emotion of sadness comes up, and there's sobbing, that's not a mental affliction. It's not a klesha. There's nothing wrong. So just let it flow through. And as long as it flows, let it flow through. And if it's fear, let the fear come up, but don't get sucked into it. Don't identify with it. Don't merge with it, but just be aware of fear rising, fear passing. That's the way to let the mind settle in its natural state. And these repressed emotions, desires, memories, these process through. And the mind and the body approach greater and greater equilibrium, balance, and health. So that's the key. I elaborate it because this is important for everyone here. So thank you for the question. Donc on peut également expérimenter donc la question était aussi par rapport à des phénomènes émotionnels qui se manifestent, qui peuvent être des émotions extrêmement fortes. Ce sont aussi des nyams, et qui ne sont pas simplement des nyams somatiques, mais des nyams psychiques. Et ces émotions peuvent être très fortes et se manifestent aussi parce que les émotions font partie de l'expression de manifestation physique et sont en lien aussi avec un blocage énergétique. Les gens qui travaillent sur le corps le disent bien tous, qu'il y a des nœuds émotionnels qui se passent dans le corps. Et donc, ça peut être des émotions tout à fait négatives, comme de la tristesse ou l'envie de sangloter, mais ça peut être aussi des émotions parfois très positives. On peut avoir des sentiments de gratitude, d'amour à l'égard de ses parents, ou des sentiments de dévotion à l'égard des lamas. Il y a des sensations comme ça, des sentiments qui peuvent se manifester. Et donc, tout cela ne sont aussi que des nyams, des expériences méditatives. Et il faut, là aussi, on a la solution, comme pour les sensations physiques, de tout bloquer, tout arrêter, ou de simplement laisser les choses se manifester en restant détendu. Et d'avoir en soi une émotion de tristesse, des sanglots, tout ça il n'y a absolument rien de mal à ça. C'est pas une affliction, il n'y a rien de particulier. Le fait d'avoir une peur qui se manifeste non plus. L'attitude qu'on cherche à mettre en place, et ce qu'on a appris dans la méditation aujourd'hui, c'est de laisser l'émotion se manifester. Donc elle s'élève et naturellement elle se produit, ensuite elle passe, elle se dissout naturellement. Si on garde cette attitude simplement de présence et d'observation sans s'identifier, sans se bloquer, etc. Donc c'est vraiment la clé de la pratique, c'est de laisser les choses s'élever, se dissoudre naturellement. Et très progressivement se met en place donc aussi un équilibre, pas seulement physique, mais aussi un équilibre émotionnel, psychique. So hands that have not been up yet? Yes, go ahead. L'émotion et la stopper, c'est pas très clair. Pour moi, c'est un peu, j'arrive pas à bien distinguer. Il y a une autre question, c'est voir l'émotion, la pensée ou l'émotion quand elle arrive, parce que généralement on est embarqué dedans et c'est quand on est déjà dedans qu'on voit qu'on est dans une pensée ou une émotion. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des moyens pour la voir venir et pas être déjà ancré dedans? So I have two questions. I'd like to know the difference between cutting the emotions and stopping the emotions, you mentioned. There's no difference. Pas différent. Cutting, stopping, blocking, same. Stopping
Tu as dit On couper dit qu'on ne doit pas bloquer ses émotions, qu'on ne doit pas les bloquer. Et or, une coupée, c'est un peu comme bloquer. Enfin, You'll notice that in the text, in one phase, he said, alternatively, whatever thoughts up, come, cut. And then he goes back to the preceding method, where whatever comes up, do not block. So you can't do not block and cut. That can't happen. So there are two different methods. So one method is whatever thought, he didn't say emotion, whatever thought comes up, like the dual, flick it away. That's that practice. Just for thoughts. Whatever thought, like that. So you remain non-conceptual. A non-conceptual flow of cognizance, of knowing. Yeah? Very important. Not just, sitting with no thoughts. That's not useful. But then for the other practice, which is the main practice, and we'll continue tomorrow, we'll continue the next day, is settling the mind in its natural state. And in that practice, you do not block and you do not cut. Whatever comes up, you're simply present, as I've described. So, two different methods. Clear? Donc rappelez-vous que dans le test qu'on a étudié tout à l'heure, il y a une première pratique qui est donnée, et ensuite il emploie le terme alternativement, nous pouvons nous y prendre autrement et couper les émotions. Donc il s'agit bien de deux pratiques différentes, puisqu'ensuite il revient à l'autre, il revient à la première pratique en disant effectivement laisser non pas les émotions, mais laisser les pensées se manifester, s'élever, sans les bloquer, sans quoi que ce soit. Donc ce sont bien deux pratiques différentes, on peut faire ou l'un ou l'autre, mais il est bien évident qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc c'est juste ce sont des variantes de pratiques, ou des alternatives de pratiques. Donc dans la première, il dit simplement, dès qu'une pensée s'élève, vous la coupez, vous la bloquez, et il ne s'agit pas simplement de faire ça, mais de le faire en connaissance de cause, en étant conscient, connaissant du fait qu'il y a une pensée, connaissant du fait qu'après on est dans un état sans pensée. D'accord ? Et dans la première partie, l'autre pratique qui est reprise de manière beaucoup plus longue, où on laisse les pensées s'élever, etc., on reviendra demain, donc on les laisse s'élever, puis se dissoudre d'elles-mêmes. Donc là on ne coupe pas ni ne bloque. So the metaphor for one method is, if you see the arrow coming, deflect it. That's just cutting. But with the other one, if you see a raven, don't shoot it. Okay? If you see the raven, you don't say, oh, raven, then the raven was not able to do its job. And so you see the raven, you just watch it, and then you watch it come back. So they're two very different. Okay? Very different approaches. Et dans les métaphores qui sont utilisées pour décrire ces deux pratiques, dans un cas, on utilise la métaphore du duelliste, qui est du duel, qui est avec son arme, et dans la deuxième, c'est-à-dire pour couper, et l'autre, on est avec le corbeau qui s'envole et qui redescend, donc on n'est pas là pour ne pas tirer sur le corbeau quand il est en l'air. Là, on le laisse s'élever et puis on le laisse redescendre. Donc c'est bien deux métaphores très très différentes avec un comportement à adopter très différent. Second one? Second part of the question. So I'd like to know also how to see thoughts and emotion, how to deal with them when they arrive, and not because when I'm carried away it's too late. So I'd like to be able to deal with them before that. Yeah. The real key here is relaxation. It's the core key. Donc la clé principale, c'est la détente, la relaxation. C'est le cœur de la clé, plus important. So for an example, a very real life example. If somebody approaches you and they're very upset, and you see their faces all red, and they're angry and they're pointing at you, and they're telling you off, they're telling you really like that. If you're already tense, if you're tight, if there's a big target here, like that, then this may easily arouse anger in you. You'll get caught in the drama, and maybe you'll retaliate. On the other hand, the person comes, and let's say, this is a strong example in Tibetan Buddhism, says, I saw you in my room the other day, and my wallet was gone afterwards. You stole my wallet. Like that. And you know you didn't. You know you didn't. But the person said, I saw you in my room. I saw you. I know you stole. Confess now. I'm calling the police. Now. You confess.
It's an analogy used in Tibetan Buddhism. If you're very relaxed, number one, you know you're innocent. And you know this person's very upset. But you know you're innocent. If you can remain relaxed, I'm listening. Yeah. Oh, yeah? Oh, your wallet is gone. Oh. I see. Oh, I'm sorry your wallet is gone. I hope you find it. Maybe I can help you. Did you remember where you last put it? Maybe I can help. If you're relaxed, all that anger is coming and you're not receiving any of it. If you're feeling defensive, then you get caught in the drama. And then you say, I did not steal. Who do you think you are? I am not a thief, you asshole. So it's all about relaxation. And it's interpersonal, not getting caught up in other people's dramas and not also getting caught up in your own dramas. How? Loose. Relaxed. Let the emotions come, the thoughts, the memories. Just come and go. Coming and go. Donc, la clé de cette pratique, c'est la relaxation. Et on peut, pour illustrer ça, prendre une situation où vous êtes en relation avec quelqu'un qui arrive, qui est très, très mécontent, très en colère, dans tous ses états, et qui est extrêmement tendu. Et si vous-même, vous êtes dans un état de tension et de crispation à ce moment-là, vous allez rentrer dans le drame, dans l'histoire. Par exemple, si cette personne vient vous voir très, très en colère et très accusatrice en disant « mais je t'ai vu rentrer dans ma chambre hier et depuis mon portefeuille a disparu et c'est toi qui me l'as pris, rends-le-moi », c'est vraiment vous accuse, etc. Et si vous êtes... si vous êtes extrêmement calme et détendu, et puis qu'effectivement vous ne lui avez pas volé son portefeuille, ben vous allez rester tout à fait... Vous avez confiance dans votre innocence, de la conscience tranquille, et vous restez extrêmement détendu et calme, et puis vous allez lui répondre tranquillement, ok, je t'écoute, oui, tu as perdu ton portefeuille, c'est embêtant, peut-être je peux t'aider à la retrouver, est-ce que tu te souviens où tu l'as mis la dernière fois, on va être dans une attitude tout à fait détendue, en calme, sans en faire une histoire personnelle. Et inversement, si vous êtes dans une tension et que quelqu'un arrive, cette même personne vous accuse et que vous êtes déjà sur la défensive, vous allez lui rentrer dedans en disant « mais enfin, pour qui tu me prends, je suis pas une voleuse, etc. T'es un trou du cul, de me traiter comme ça. » Et je traduis mot à mot. Hein. Et donc tout va mal se passer, on va rentrer dans le drame. Hein, donc de même que dans une relation avec l'extérieur, on peut rentrer ou pas dans le drame en restant très calme, dans son drame intérieur, avec ses pensées, ses émotions, on peut rester tranquillement à distance avec tout ça et pas avoir une réaction très différente. And then there's a technique. And the technique is deliberately generate, when your mind is quiet, you're calm, deliberately generate a thought, deliberately generate a memory, deliberately generate a desire. And you can do that by just thinking about something that you find attractive or desirable, and then think about how desirable it is until some desire comes. And likewise, you can trigger an emotion. You could right now start thinking about something that will make you very sad, or maybe quite happy, and so on. And so in this practice, this is your laboratory. Your mind is your laboratory. And there you are, and you're in a protected, safe environment. And so then you may arouse desires, emotions, thoughts, memories, while you're right there to observe them. And as soon as they arise, observe them. So you know they're coming. I'm about to generate fear. I'm about to generate anger. Anger you can do. And then when it comes up, that's anger. And so you get accustomed to it that way, of seeing them coming and then being right there when they come, you see them. Rather than being aware of them only after they've captured you and carried away. And the third piece of advice is just do it more. Just practice more, and you get better at it. Et donc il y a une technique pour s'entraîner à ça,
qui va être de générer soi-même de manière délibérée une pensée, un souvenir ou un désir, quelque chose qui va créer une émotion, et de faire ça donc, dans des conditions d'expérience, comme dans l'expérience en laboratoire. Donc on crée une émotion, ça peut être aussi bien une émotion positive qu'une émotion négative, et du désir ou de la colère. Tout ça, c'est pas très difficile de trouver des exemples de pensées ou de choses qu'on peut évoquer. Et faisons ça tranquillement dans une situation toujours en pleine sécurité, dans son laboratoire intérieur, où on peut observer l'émotion qui s'élève au moment où elle s'élève, puisqu'on l'a créée soi-même. On sait à quel moment elle arrive, et donc on est préparé, on la regarde s'élever tranquillement, et on s'habitue comme ça progressivement à regarder une émotion, regarder une pensée, c'est-à-dire regarder les choses telles que se manifestent en conditions de laboratoire, avec cette attitude. Et le troisième conseil, c'est de vous entraîner, de continuer à pratiquer. Good. We can have more hands that have been up, but first hands that have not been up. If we don't, then we go to... Okay, please. Des mains qui ne sont jamais levées. It's again on the same line as the previous question, but I really want another answer. Good, yeah. So, like this afternoon, you compare thoughts with dancers who come to invite us. And some say, yes. Mm-hmm. Would you like to dance? And yes. we can refuse and we can accept. Yes. So I understand that very well, and this is what I do. Yes. But some of those dancers, they don't ask if I want to dance. They just that's called date rape. They take me for a spin, and the spin turns into a vortex of negativities. Yeah. I think it's called a storm. That's right. And usually when I report that to teachers, they say, oh, it's very good. It means that the practice is working. It's a purification process. They say it's part of the game. And I have such advices. Yeah. And then there is a caveat, because... cabbage? Caveat. Can I just translate the first part? Sure. C'est une question qui est liée à la question précédente. Cet après-midi, vous avez comparé les pensées à des danseurs ou des cavaliers qui m'invitent en disant « voulez-vous danser ?» Mais le problème, c'est que certains de ces cavaliers n'attendent même pas ma réponse, ne me demandent même pas, et ils m'entraînent dans un espèce de tourbillon de négativité. Et donc j'ai posé cette question à certains enseignants qui me disent « Oh, mais c'est la preuve que ta pratique marche, c'est juste un processus de purification. » First of all, can I finish? you can, yeah, absolutely. Yes. So there is also a warning, because warning. The same teachers are telling me, watch out, because 1 foot of anger and you can incinerate 10,000 eons of merits. I've heard that one, yeah. Shantideva, yeah. Very heavy. So be happy. But here's the... but be happy. Je vois aussi un avertissement là-dedans, parce qu'il y a certains enseignants qui me disent aussi, fais très attention, parce que juste un instant de colère, ça peut anéantir 10 000 éons de pratique. So first of all, the notion that while you're meditating, if I understood correctly, while you're meditating, if some thought doesn't invite you, but actually just grabs you and carries you away, and maybe it's a very angry thought or a very greedy thought or whatever, if that's purification, then we should have decades of purification behind us, because we've been doing that our whole lives. We must all be incredible meditators right now. Donc la première chose que répond Alain, qui dit quand on médite, si j'ai bien compris, il y a effectivement des pensées qui s'élèvent, on a des invitations qu'on peut dire oui ou non, puis d'autres qui vraiment ne nous invitent pas, mais vraiment nous entraînent. Des pensées nous entraînent dans des situations de désir ou de colère ou de négativité. Et si effectivement il s'agit d'un processus de purification, étant donné le nombre de fois où ça nous arrive, on devrait déjà être très très purifié. Donc... So I have to differ. Maybe I have not understood correctly. But
if that's purification, then for countless lifetimes we've been purifying. We should be all Buddhas by now. Donc en tout cas, effectivement, il n'a peut-être pas bien compris cette idée, mais si vraiment c'est un processus de purification, comme ça nous arrive depuis des vies et des vies, nous devrions déjà être des Bouddhas si nous étions purifiés par ça. So it is true that when one goes deeper and deeper into meditation, as in the conversation earlier, this can stir up. You're going deeper. This can stir up emotions, mental afflictions, memories, traumatic memories, desires, and so on. That's true. And so in that regard, yes, this is a good sign. You need to get down to the substrate consciousness. Now the substrate consciousness is beneath the subconscious. If we go to Freud and Jung, the substrate's up here. The subconscious, with all the neuroses and so forth, that's here. The substrate consciousness is clear, luminous, pure. It's deeper than the so-called subconscious. But to get to the substrate consciousness, you have to go through the subconscious, which means going through, you're going to stir up a lot of things. And so if the mind is disturbed, and emotions, memories, sometimes a lot of agitation comes up, okay, it's a sign of progress, if and only if you don't just fall right back into it. If you're just having all those emotions, getting caught by thoughts, and caught by mental afflictions, that's not progress. That's just having mental afflictions and an agitated mind. Right? So pause there and then continue. Donc il est vrai que quand on est dans un processus de méditation, qu'on va de plus en plus profondément dans sa méditation, on va de plus en plus profondément à l'intérieur de soi, et effectivement se manifeste un certain nombre se révèle un certain nombre d'émotions enfouies, on l'a vu, mais aussi des souvenirs qui ont été refoulés, associés à des empreintes émotionnelles. Tout ça peut se révéler pendant les processus méditatifs, puisque comme on cherche à aller dans la couche la plus profonde de la conscience substrat, la conscience base de tout, il nous faut quelque part traverser un petit peu ce que en psychanalyse on appelle le subconscient. Donc dans ces espaces de inconscient et subconscient, il y a toutes ces empreintes émotionnelles un peu enfouies qu'on peut rencontrer et qui font qu'il y a des fois des souvenirs, des émotions, des choses très fortes qui peuvent se manifester. Mais cela devient un processus de purification uniquement si on a cette capacité de ne pas rentrer dans l'histoire, de ne pas tomber dans le panneau de ces émotions, mais d'être capable justement de les regarder telles qu'on l'a expliqué, à distance, sans laisser les choses s'élever, redescendre, etc. Si on retombe dedans et que ça crée que ça nous met dans des états de colère ou d'affliction, c'est pas du tout un processus de purification. So regarding these thoughts and emotions that you say didn't invite you to dance, they just kidnapped you. In fact, they did invite you to dance, but while they're inviting, you're drinking a beer. What? While you're drinking the beer, they put you in the trunk of the car and they drove away. Et donc, si on regarde ces émotions ou ces pensées qui se manifestent alors qu'on ne les a pas invitées, qu'elles ne nous ont pas invitées, en fait, elles nous ont invités, mais au moment où elles nous ont invités, on était en train de boire une bière et elles ont profité du fait qu'on était bourrés pour nous emmener. So, what to do is, well, the real moral of the story is don't drink beer while you meditate. Donc, le premier conseil, c'est de ne pas boire de bière quand on médite. What that means, of course, practice more. Practice more. And I come back to it again, the sense of ease, that sense of looseness that allows you quite effortlessly to be right there in the present moment. Because the mental affliction, the emotion, does arise, and you do have the possibility, as soon as it arises, to see it. And if you do, then you can embrace it if you wish, follow it if you wish, but you may also just relax more deeply.
and let it come, and let it release itself. So it comes with practice. But the core, again, is that sense of relaxation that is clear and present in the present moment. And then nothing will get you. It's like they come from behind you and put a bag over your head and chloroform to your nose, and then you're gone. Yeah? Well, hear them coming. And so if you're right there in the present moment and you're very clear, nothing gets by you. As he said, as Benjamin Rinpoche said, every thought that comes up, recognize it. Recognize it. Final analogy. It's like, for this particular practice, it's like you're a cat. And you're just sitting very relaxed by a mouse hole. Whatever comes, and you know exactly where the mouse will come out, or the rat, or the snake, because you don't know it's in there, right? But you're just resting. And so if you're resting there and your attention is focused right on the mouse hole, even if it's just the tip of the nose of the mouse, you'll see it. Now, if you get bored and the cat goes like that, then the rat can come and bite you in the face. So, what's the mouse hole? The space of the mind. And what's the cat? Mindfulness. If you're right there, they won't be able to put the bag over your head. You have to be right there. But if you're tense like that, then you'll just get tired and stressed out. Keep on coming back to very relaxed and very alert and very focused, right on the mouse hole of the space of the mind. Donc le conseil, pour revenir plus sérieusement au conseil de pratique, donc c'est chaque fois de revenir à cet état de détente, de tranquillité, d'aisance dans le moment présent, et de continuer à s'entraîner et d'être capable de voir le plus possible les pensées dès qu'elles commencent à s'élever, à se produire. Et en restant détendu dans cette clarté et cette présence de l'instant, quelles que soient, comme il est dit dans le texte, quelles que soient les pensées qui se présentent, aucune ne peut véritablement nous atteindre. Et donc ça vient par l'entraîner. Et il nous dit vraiment que que toutes les pensées qui s'élèvent, il dit bien toutes les pensées qui s'élèvent, on doit les reconnaître. C'est bien dit dans le texte, on s'entraîne à les voir toutes. Et c'est un petit peu une autre image qu'on peut donner pour l'attitude à avoir. C'est comme l'image d'un chat qui est à l'affût devant un trou de souris, mais qui reste tout à fait détendu et tranquille face à son trou, et il sait très bien ce qui va sortir du trou. Et il reste extrêmement calme et focalisé devant le trou de souris, et même si la souris ne pointe que le bout de son nez, il est capable de la voir, de la détecter. Alors que si le chat s'endort ou s'ennuie et reste là un peu dans le vague devant ce trou, c'est la souris ou le rat qui est dedans peut sortir et lui bouffer le nez. Il n'y a pas de... Donc, et l'image qui est donnée là, c'est le rat et la souris, c'est tout ce qui se manifeste dans notre espace mental, et le chat, c'est la pleine conscience. Donc tout est vraiment une question d'entraînement, être capable d'être présent, calme, et d'être capable de regarder s'élever simplement toutes les pensées les unes derrière les autres telles qu'elles se présentent. And so now one more comment that's relevant to everyone here. And that is when you do retrospectively become aware that your attention has been carried away. It's going to happen. It's carried by thoughts, by memories, by emotions, by desires, all kinds of things. When you retrospectively do recognize that you've lost your mind, that it's been carried away, let your first response just be loosening up, mellow. Not upset, not frustrated, not scolding, not when will you ever learn, none of that. Just the first of all, looseness. Just because whenever you're captured, there's some tension that comes with it. So that's the first point. Just loosen up. And then you recognize the thought, memory, and so on that captured your attention. And you're not cutting it.
You're not cutting it. You're just releasing it. You're just letting it go, which means you were, the psychological term is cognitively fused. Your awareness was cognitively fused, yeah, with the thought, the memory, the emotion. In other words, your attention is directed to the object of the thought, the memory, the desire, the emotion. You're looking there. You're not looking at your mind, you're looking at the referent of the mental event. And so what you're releasing is that absorption into the thought, emotion, and so on. But the thought or emotion may still be there. So all you do is release the grasping onto it, but you don't cut it. You don't kick it out. You don't banish it, expel it. You don't do that. Just release it. Right? And it may linger. It may continue on after that. And then just, if that's what's happening in the present moment, then just be aware of it. But now you're aware of it. You're facing it like that, facing it rather than being absorbed and carried away by it. So it's subtle. You are releasing the fixation, the fusion with the mental event, but you're not terminating the mental event. You're getting where you can see it again. And then if it plays out, like that raven that flies around. Okay? Donc un autre commentaire pour quelque chose qui intéresse tout le monde pour cette pratique méditative, c'est très souvent on s'aperçoit de manière rétrospective qu'on a été entraîné par des pensées, par des souvenirs ou des émotions on s'est laissé embarquer. Et donc la première partie de la réaction qui est conseillée, c'est là encore de se détendre, de ne pas se faire du souci, pas avoir de frustration, de s'être laissé embarquer, mais vraiment de se détendre parce que toujours, chaque fois qu'on part dans ses pensées, dans ses émotions, il y a toujours une tension, quelque chose qui se produit, donc il faut vraiment lâcher cette tension, se détendre, se relaxer. Et puis il faut ensuite reconnaître ces pensées qui nous ont captivés, s'en apercevoir, elles sont là, et donc les lâcher. Et il ne s'agit pas de les couper, de les refuser, quoi que ce soit. On dit en langage psychologique, on parle d'une fusion cognitive, c'est-à-dire qu'il y a la conscience, l'esprit se perd dans la pensée et avec le référent, ce à quoi elle réfère cette pensée. On parle dans l'histoire en s'occupant de ce à quoi elle se réfère et pas à la pensée elle-même. Donc ce qu'il faut lâcher, c'est lâcher cette fusion avec la pensée, lâcher le fait d'être complètement absorbé par sa pensée, lâcher la saisie, autrement dit. Et donc c'est pas un rejet. C'est parce que tout en ayant lâché cette saisie ou cette absorption dans cette pensée, la pensée peut continuer à être là et se manifester, être consciente. Et à ce moment-là, on peut simplement la regarder en tant que dans sa nature de pensée et sans être dans cette absorption, cette fusion ou cette saisie. C'est un petit peu comme le fait d'être l'image du corbeau, là aussi, qui continue à se produire, qu'on laisse se faire et qui vole de son propre chef sans qu'on intervienne sur quoi que ce soit, qui redescend. And the final point, when we're doing the practice of settling the mind in its natural state, it's like we're opening Pandora's box, which means we don't know what's coming out. All kinds of stuff comes out. A lot of stuff comes out. And some of it may be very nasty, very toxic, even malevolent. It can happen. We have all kinds of imprints. And so what makes this a safe practice is whatever's come out, just relax and be present with it. Like the person who's shouting at you, "You stole my wallet." Just, like that. Whatever's coming out. And so even if some real rage comes out at a bodhisattva, that's what Shantideva is talking about. It's like, "Oh, you terrible bodhisattva, you." Some big anger comes up towards a bodhisattva. If you're just resting and you're observing anger coming up towards a bodhisattva, you're an innocent bystander. You're an innocent bystander, like watching a bank robbery or watching a murder. It's a terrible thing, a murder. But you're not doing it.
So simply witnessing even very nasty, toxic thoughts and desires arising, if you're not identifying with them, you're just witnessing, which means there is no karma from that. There's no negative karma from that at all. Otherwise, we couldn't do this practice. Then it would be verboten, like that. So if you're simply witnessing it, then there is purification. Then that anger, even towards a bodhisattva, or towards a Buddha, anybody, it just arises and is orphaned, and it comes out like a volcano, spewing lava all over the place. I hate you, but it is. And then, having no owner, then gone. No damage, no negative karma. Enfin, un dernier point de conseil par rapport à ces situations. En fait, quand on rentre dans cette pratique, c'est un petit peu comme ouvrir la boîte de Pandore. On ne sait pas trop ce qui va sortir de là, il va sortir des choses. Et ce sont parfois des choses très toxiques, des choses très négatives qui sortent. Et il faut, là aussi, le conseil qui est donné, c'est de garder cette attitude de détente, de tranquillité, de distance, de juste laisser les choses s'élever comme ça. Et comme on donnait l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui nous accusait d'avoir volé son portefeuille, de regarder les choses avec cette tranquillité, cette distance. Et Shantideva aussi nous conseille aussi de cette attitude. Et ces colères toxiques sont parfois des choses très, très mauvaises. On peut des fois même avoir des colères à l'égard des bodhisattvas, des bouddhas, de tout ça. Et il nous conseille vraiment de regarder l'autre toujours comme, justement, de regarder la situation avec le calme, d'être juste comme un témoin, sans intervenir. Et quand se manifeste... Justement, le fait d'être juste comme un témoin, c'est comme on disait déjà tout à l'heure, quand on est on est témoin d'un braquage de banque, si on est juste témoin et qu'on regarde ce qui se passe, on n'est absolument pas impliqué dans l'histoire et on n'est pas, on ne crée aucun mauvais karma ni quoi que ce soit. Donc juste laisser les choses se manifester comme ça sans intervenir, sans s'identifier, permet d'éviter toute implication dans un karma négatif. Et donc là, effectivement, les choses se produisent une purification. Donc, j'arrive même pas à me relire. Ça va? I've had the same problem. Bon, aussi pas. Donc c'est juste, pour revenir résumer, simplement être capable de regarder cette colère s'élever simplement avec toujours cette détente et cette distance. Voilà. It's almost 9 o'clock, so it's time for homework. Donc il est presque 9h, ça va être le temps des devoirs à la maison. There are two types of people. Donc on a deux types de personnes. People who fall asleep very easily. That is, they put the pillow on the head, 5 minutes later, they're gone. And there are people who do not fall asleep easily. It takes them 10, 20, 30 minutes. The mind is so active, the mind is so bright, so in motion. It takes a long time to settle down, calm down, and get a good night's sleep. So, two types of people. You can decide what you want. Donc il y a deux types de personnes, ceux qui s'endorment très facilement, ils ont juste à poser leur tête sur l'oreiller et dans les 5 minutes ils sont endormis. Et puis d'autres qui mettent plus de temps, il leur faut 10, 20, 30 minutes pour s'endormir parce qu'ils sont leur esprit est plus agité, il y a plus d'émotions, il faut plus de temps pour que tout ça se calme et donc ça prend du temps. Donc voyez de quel type vous êtes. So if you are the kind of person who takes a long time to fall asleep, what I'd strongly recommend generally, not just during this retreat, is at least a half an hour before you go to bed. Disengage from stimulation, conversation, reading, provocative material, television. Disengage. Have some quiet time. Better just meditate, right? But really quiet down to create an interval between the activities of the day and night. Then when you get into bed,
go into the supine position, practice as we did before, full body awareness, but let your awareness come down, out of the head, down to the torso, even down to the hips, even down to the feet. That is, bring your awareness down to the sensations in the legs and the feet. Right? Draw it out of the head, down from the head. And then big emphasis on breathing out, not pushing it out, but just as if you just tip over a glass of water and all the water pours out. You don't push it out. It all flows out. So big emphasis on relaxing totally all the way through until there's just no breath to give away. And breathing and just relaxing with every out breath until you get drowsy. And then roll over and get a good night's sleep. So that's a suggestion for people who have a hard time getting to sleep. Donc, si vous mettez beaucoup de temps à vous endormir, le conseil d'Alan, c'est déjà une demi-heure avant d'aller vous coucher, de vous désengager de vos activités de la vie quotidienne, d'arrêter de faire quoi que ce soit, de vous offrir un temps de tranquillité. C'est un petit peu comme faire un sas entre entre l'activité de la vie quotidienne et puis le moment de la nuit. Et quand vous vous couchez, donc vous mettez en route cette pratique de détente de détente et de prise de conscience de votre corps, et vous laissez descendre la conscience de la tête jusqu'au bout des pieds, et commencez à retrouver cette conscience du souffle et profiter vraiment de l'expire pour vraiment complètement vous relâcher, laisser l'expire se produire jusqu'au bout, se vider, sans pousser. Il ne s'agit pas de pousser l'expire, mais de laisser le souffle se vider complètement, tranquillement, et dans ce moment d'expire, de bien laisser la relaxation s'approfondir. Et puis vous répétez, et puis une fois que vous commencez à vous sentir bien détendu, là vous pourrez vous endormir beaucoup plus facilement. Donc voilà le conseil pour les gens qui ont du mal à dormir. Then for people who do find it very easy to quickly fall asleep, then, if you can take a break, good, meditate before you go to sleep. But when you get into bed, same thing, supine position. But now, instead of mindfulness of breathing, settle your mind in its natural state. Let your awareness be still, and direct your awareness not to the body, tactile sensations, but to the space of the mind. And just rest there, observing whatever comes up, but so relaxed, but attentive. Thoughts, images, speculations, fantasies, whatever comes up. Dujum Lingpa said, be like a yak herder watching the yaks. And see if you can continue to relax more and more deeply, and see how far along the path of falling asleep you can go while retaining awareness. So see how far you can fall asleep lucidly, fall asleep while still awake. Which is to say, your body falls asleep, your mind falls asleep, and your awareness remains clear. If the first type of person tries doing that, you'll just stay awake all night. Donc maintenant le conseil pour les pratiques pour les gens qui s'endorment facilement. Donc là aussi, je vous conseille de faire un sas avec une période de tranquillité, de méditation avant d'aller se mettre au lit. Et là, plutôt que d'être dans la pleine conscience du souffle, comme les gens du premier groupe, soyez plutôt dans la conscience, dans l'espace mental, en essayant de vous mettre dans la stabilité et la tranquillité de la conscience. Et là aussi, de regarder tout simplement les choses qui s'élèvent, qui se manifestent, les pensées, les souvenirs, tous les phénomènes mentaux qui se manifestent. Et pour reprendre l'expression de Dujum Lingpa, il dit de regarder tout ça comme un gardien de yak regarde les yaks. Et donc vous restez au fur et à mesure que vous détendez,
et que vous allez vers le sommeil, essayez de rester le plus clair et le plus conscient possible et d'être capable de déterminer jusqu'à quel moment vous êtes capable de rester conscient avant l'endormissement. De rester conscient et clair dans le moment de l'endormissement, le plus loin possible dans ce moment-là. Et si les gens du premier groupe font cette pratique, là ils sont sûrs de rester éveillés toute la nuit. Voilà. So it's come time to dedicate merit. Donc il est vraiment le temps de s'arrêter. And it's said in the Mahayana teachings that if you dedicate merit, whatever it may be, like from today, you dedicate merit to your realization of perfect enlightenment for the sake of all sentient beings, then implicitly you're actually offering your merit to all sentient beings. It's all for their sake. And so it's said by so dedicating it with this bodhicitta that you protect that merit. You protect the merit. So even if you have a big burst of anger towards a bodhisattva, that's a secure account. You won't lose your capital. Secure account. From now until enlightenment, it's stored away. Long-term investment. Donc avant de terminer, nous faisons que les dédicaces, on dédicace les mérites, donc toute l'énergie positive qu'on a développée. Et la dédicace se fait avec la motivation d'atteindre l'éveil, de développer Bodhicitta, et donc de dédier tous ces mérites à tous les êtres. C'est comme une offrande que nous faisons à tous les êtres. Et le fait d'avoir cette pratique de dédier les mérites, c'est un petit peu comme si on mettait, on protégeait toute la qualité de ces mérites pour on les protège, on les met en banque, comme si, voilà, on les investit et on les sauvegarde. Voilà, on les sauvegarde pour qu'ils nous amènent jusqu'à l'éveil. Même si on a des énormes colères contre les Bouddhas et les Bodhisattvas, ça n'entamera pas d'un iota cette sauvegarde des mérites qui a été faite jusqu'à l'éveil. But it's also legitimate to dedicate merit to other shorter term aspirations that are very meaningful to you. So shorter term is meaningful, long term enlightenment meaningful. So basically you're setting up a hedge fund. Some short term investment, a long term investment. Hedge fund. Then you have good secure investment. Également, on a la possibilité de dédier ces mérites pour des occasions plus à court terme. Il y a les dédicaces à long terme pour atteindre l'éveil, mais on peut aussi dédier ça dans des buts plus court terme. Donc en fait, on est un peu en train de créer un fonds de placement avec du long terme et du court terme, et donc ça nous permet de mettre tout ça bien en sécurité. Voilà, so let's take a couple of minutes quietly to dedicate merit. Donc restons quelques minutes tranquilles pour cette dédicace des mérites. Voilà, so let's bring the evening to a close. Bonne soirée. Very good. See you tomorrow morning. Sleep well. Demain, dormez bien.